balobi plus précisément na kati ya Washington. Balobi Mama Martin nde. Mama Martin nde balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya nini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka. Tutakola na basinois sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka bazoteka biloko ya mboka ya fresh ya bio na bio yo mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baniwa balobi enjenje ezali zakomba kanga na mpoto ya mbisi balobi nyama ya botunya bokombo to ezaga ne kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu ezako dia na petit po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa ba Congolais ou alonu pona kolia na bino moko bakondela bino kalinyo kolia na apeti chongo na yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus droit, mais politique aussi. On va décrypter non seulement l'actualité, mais aussi anticiper. Est-ce que le Premier ministre peut-il partir maintenant? Est-ce qu'on peut dissoudre l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il faut requalifier la majorité? Est-ce qu'il faut compter sur le débauchage? Est-ce qu'il faut changer une mauvaise pratique par une autre mauvaise pratique? On en parle avec un avocat de Paris, Maître Oscar Ngoubiaye. Avec lui, on va discuter sur des questions. Maître Oscar, comment allez-vous? Je vais bien, merci à vous-même. Très bien. Alors, on vous a, c'est vrai, vu dans le procès Caméré, où vous étiez parti, vous êtes constitué partie civile, quelque chose dans le sens. Aujourd'hui, l'actualité a changé. On ne parle plus de Vital Caméré, mais plutôt d'une possibilité de la dissolution de l'Assemblée nationale, d'une possibilité de la recomposition du gouvernement, de la démission du Premier ministre. On parle de toutes ces choses. Juridiquement, comment le pays va aujourd'hui? Mais juridiquement, je considère que le pays traverse le meilleur moment de son histoire du point de vue du respect des droits de l'homme et globalement de ce que l'on entend par état de droit. Donc, je vois que l'état de droit est en marche aujourd'hui. Et si vous voulez connaître le développement, l'évolution d'un pays, il faut interroger son état de droit qui est comme les baromètres, les thermomètres. Et comme on dit, la justice élève une nation. Aujourd'hui, nous pensons que l'état de droit est en marche. Je pense que du point de vue des droits, l'État va très bien, contrairement au passé. Ok, on va dire que votre état de droit est en marche parce que on déserte les prisons. Il faut rappeler que au niveau de la prison, on a beaucoup plus de voleurs de chèvres, des petits criminels, tout ça, mais pas des corrupteurs, pas des criminels, pardon, je veux dire des criminels économiques qu'on ne trouve pas. Et est-ce que les enjeux de justice sont des enjeux de plateau de télévision, des enjeux au niveau de la Cour constitutionnelle et pas des enjeux au niveau de la corruption et autre chose? En quoi est-ce que votre état de droit est-il un véritable état de droit? Bon, déjà un état de droit qui n'est pas nôtre, mais qui doit être pour tout le monde, parce que l'état de droit intéresse, c'est la chose publique, intéresse toute la nation. Et l'état de droit, il faut d'abord qu'on le définisse. L'on considère de manière simple qu'il y a état de droit quand les gouvernants, comme les gouvernés, sont soumis à la loi. Et donc aujourd'hui, il y a un leadership qui fait que tout le monde a compris, qui que tu sois, au gouvernement ou à côté du chef de l'État, il n'y a plus des hommes forts parce que tout le monde peut se retrouver poursuivi par la loi. À partir de là, quand on disait qu'il n'y avait pas l'état de droit ici au Congo, c'était par rapport aux gouvernants, aux hommes puissants qui étaient des intouchables. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intouchables, à mon sens, à mon avis, et on l'a vécu, on l'a constaté.
On n'a jamais vu un directeur du cabinet d'un chef de l'État. Vous disiez que ce n'était plus l'actualité. Ça c'est votre chanson de tous les jours. Hein. C'est votre chanson de tous les jours. Vital Kamerhe, pour vous, aujourd'hui, est un très beau fait, un très bel effet de miroir, comme un trophée. Mais alors qu'il y a des véritables criminels qui ont engagé plus de 200 millions de dollars, qui ont mis à genoux des entreprises de l'État, mais eux ne sont pas inquiétés, pas interpellés, pas menacés. Mais c'est Vital Kamerhe que vous brandissez comme un trophée de l'État de droit. Ben, l'État de droit, c'est un processus, c'est un idéal à atteindre. Chaque fois, on doit courir pour atteindre cet idéal. Et maintenant, il y a des criminels, j'en conviens avec vous, à corps blanc, même dans des pays de haute civilisation de démocratie, il y a toujours des criminels qui courent les rues, qu'on appelle parfois les criminels, donc des crimes à corps blanc, ainsi de suite. Ce n'est pas seulement Vital Kamerhe. Vital Kamerhe n'est qu'un symbole, mais il n'y a pas que Vital Kamerhe. Il y a le ministre de la Justice, Tunda, qui avait été interpellé au parquet. Ça, on n'avait jamais vu. Bon, on pourra dire sur le régime dictatorial de Marshal Mobutu, on sait que le ministre de la Justice, je crois que c'est Mampouya, qui avait été interpellé ou arrêté ou détenu sous l'époque de M. Kengo, qu'on a appelé l'homme de la rigueur. Ça, c'est un exemple isolé qu'on avait considéré qu'il était par ailleurs dictatorial. Donc, Tunda avait été interpellé, ça ne s'est jamais vu. Il y a le président de Sensa Olengakoy qui est interpellé. J'ai vu qu'il a été invité. C'est une très bonne chose. Il y a beaucoup d'autres qui peuvent être aussi interpellés. Je vous informe que j'ai, avec le collectif citoyen congolais, initié une plainte contre le couple parlementaire Tambouamba Mabunda pour leur abstention coupable de ne pas participer à la cérémonie alors que la loi leur impose cette obligation. Quelle loi qui impose au Parlement, au président du Sénat et à la présidente de l'Assemblée nationale de prendre part à la prestation des juges? Ben, c'est l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ça parle de l'Assemblée nationale et du Sénat, pas de leur bureau. Ah non. Bon, là, il faut qu'on se mette très bien d'accord, parce que j'ai suivi aussi les débats là-dessus. L'article 10 dit ceci. Le juge constitutionnel prête serment, n'est-ce pas, devant, on énumère, il y a toute une liste, président de la République, d'abord ils sont présentés à la nation, devant le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, enfin, l'Assemblée nationale, pas le président, l'Assemblée nationale, le Sénat, ainsi que le bureau, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Bon, déjà, il faut qu'on soit très clair et net. De mon point de vue, est-ce que cette absence de bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat a-t-elle entaché de quelconque irrégularité le serment? La réponse est non. Et ça, je vais le démontrer. Maintenant, si j'ai dit qu'il y a eu abstention coupable, parce que l'on s'est beaucoup plus intéressé et on a trouvé comme un non-événement le fait que le président de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat ne soient pas arrivés. Non, ce n'est pas un non-événement. C'est un incident grave. Il est grave par rapport à l'image du pays, où on trouve le président de l'Assemblée nationale, la présidente et le président du Sénat qui se refusent de s'acquitter de leurs obligations légales. Alors, maintenant, on dit, est-ce que la loi parle de l'Assemblée nationale et non pas du bureau? Non. L'Assemblée nationale est une institution collégiale. C'est comme Congo Buzz. C'est une société. Quand on dit que Congo Buzz est invité, il est invité par tous les membres du Congo Buzz, c'est à travers son président. Maintenant, si une personne qui n'a pas été déléguée par Christian Bossembe se retrouve à une cérémonie, il n'engage pas Congo Buzz. La vraie question est que quand on dit Assemblée nationale, quand vous regardez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cette Assemblée nationale qui est une institution agit représentée par son président. Maintenant, là où ce n'est pas admissible dans une interprétation malheureuse, c'est que l'on puisse arriver à dire que si le président de l'Assemblée nationale n'est pas là, cela entacherait la prestation de serment d'irrégularité. C'est faux, parce que d'abord, il n'y a aucune disposition légale, il n'y a encore moins aucun texte légal qui prévoit cette présence à peine de nullité. Et quand vous prenez l'énumération
vous avez 4 institutions qui sont citées. Dans le respect des préséances, on a commencé par le président de la République. Première institution. Deuxième institution, c'est le Parlement, donc le Sénat ainsi que l'Assemblée nationale. Naturellement représenté par leurs membres. Non, représenté par leur président, parce que c'est le... Ça, c'est votre interprétation. Mais Non, la loi se limite à dire Assemblée nationale. Tout celui, parce que le Sénat n'avait pas de bureau là-bas, on n'a pas prévu une place pour le président de l'Assemblée nationale, même protocolairement, on n'a pas prévu non plus une place pour le président, la présidente de l'Assemblée, du Sénat, ou le président du Sénat, ou la présidente. Ils allaient se mettre comme tous les députés à la place des sénateurs, la preuve. Mais le vice-président du Sénat était là, il n'avait pas eu une place où c'était écrit président du Sénat. Je vais vous répondre, mais je préfère d'abord être très clair pour que je ne sois pas compris comme étant de ceux-là qui pensent que l'absence du président du Sénat ainsi que du président de l'Assemblée nationale, de la présidente de l'Assemblée nationale entraînerait une quelconque irrégularité. Je ne suis pas de cet avis. Leur présence n'est pas assortie d'une quelconque sanction. Mais en revanche, leur présence entraîne, n'est-ce pas, une abstention coupable. Parce que vous savez que dans notre Constitution, en dehors du président de la République ainsi que le Premier ministre, la violation de la Constitution n'est pas pour le président de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat et n'est pas assortie de ce qu'on appelle haute trahison. Cette infraction n'est réservée que pour le président de la République et le Premier ministre. Donc, je crois qu'il faudra, à l'avenir, parce qu'on en est au niveau des réformes, envisager l'hypothèse où la présidente de l'Assemblée nationale ou le président de l'Assemblée nationale, la présidente du Sénat ou le président du Sénat violerait intentionnellement la Constitution. Est-ce que l'on peut considérer cela comme une trahison? Je pense qu'il faut, pour faire respecter les institutions, il faut prévoir la sanction pour le président du Sénat ainsi que de l'Assemblée nationale. Je vous en donne pour preuve. Quand nous étions dans l'état d'urgence, vous prenez l'article 85 de la Constitution, le président du Sénat ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale devraient, n'est-ce pas, convoquer les 2 chambres pour voter une loi de mesures d'accompagnement. Vous avez vu Tambo Mwamba s'exhiber à la télévision pour estimer, parce qu'il s'érige aujourd'hui en juge constitutionnel, chaque fois qu'il y a une décision importante, une ordonnance du président de la République, il s'érige en juge constitutionnel pour venir dire qu'il y a anticonstitutionnalité. Vous l'avez vu passer pour dire qu'il y avait anticonstitutionnalité et qu'il s'était refusé de convoquer leurs chambres respectives, ce qui est une violation de la Constitution. Mais il n'y a pas de sanctions de prévues. C'est pour ça qu'on entre dans le droit commun pour pouvoir rechercher des infractions quand on n'obtempère pas à une loi de la République. C'est pour ça que j'estime qu'il y a une abstention coupable et voire même une rébellion. Voilà le sens même de la plainte contre eux. Maintenant, les 2. Ok. Mais si on veut continuer, les 2 disent que le président a violé la Constitution et qu'il était sur pied de l'article 28, corrigez-moi si je me trompe, de la Constitution, qui dit que on ne peut pas obtempérer à un ordre manifestement illégal. Ils disent que le président a intimé un ordre illégal et eux, en tant que citoyens de la République, gardiens des textes, ils ne peuvent pas cautionner cette aberration juridique. Et donc, ils ont refusé de participer. Donc, pour eux, ils trouvent leur refus dans le respect strict des textes. Ben justement, c'est tout le problème. Déjà, il faut corriger tout de suite. Il faut corriger tout de suite en disant que l'ordre imposé au président du Sénat ainsi qu'à la présidente de l'Assemblée nationale de rehausser de leur présence à la cérémonie de prestation de serment, ce n'est pas un ordre du président de la République. C'est un ordre légal de par l'article 10 de la loi organique. Cet ordre-là, c'est la loi qui l'impose. Maintenant, invoquer l'article 28 de la Constitution qui dit que nul ne peut exécuter un ordre manifestement illégal, cet article est inopérant, ne leur sert d'aucun appui. Pourquoi? Déjà, pour qu'on puisse considérer que l'ordre est illégal, on dit manifestement illégal. Donc cela voudrait dire que l'on s'interroge sur la nomination, l'ordonnance, la régularité de l'ordonnance de juge constitutionnel. Est-ce que cette ordonnance est-elle constitutionnelle ou anticonstitutionnelle? Ce n'est pas à eux, d'abord, d'en juger. 2, j'ai cru entendre qu'il y a des sénateurs qui ont introduit une requête en interprétation. En interprétation.
qui n'est pas suspensive déjà, ça ne pouvait pas suspendre, n'est-ce pas, l'ordonnance. Première chose. Et deuxième chose, l'interprétation, bon, on verra à la Cour constitutionnelle comment elle va se positionner, mais on ne peut pas interpréter ce qui est clair. Une interprétation, c'est quand quelque chose est flou. Et donc, et en même temps, je préfère quand même corriger ce que j'entends à longueur de journée. On aime bien parler surséance, surséance. Non, surséance, ce n'est pas un mot français. Vous regarderez, on ne parle pas de surséance, c'est du sursis. Seul mot français qui existe. Maintenant, la surséance, c'est peut-être un bricolage linguistique de nos amis congolais, que je suis d'ailleurs par ailleurs moi-même. Ce n'est pas pour critiquer, mais il ne faut pas laisser inventer les Français ou commencer à créer les Français. Surséance, ça n'existe pas en français. Bon, alors, pour dire que la requête ne permet pas le sursis et non pas la surséance. Alors, pour revenir à votre question, sur la question des ordonnances, la Cour va en juger, mais s'il faut maintenant au plan doctrinal discuter, je crois que c'est l'article 150, il y a eu confusion sur ce que l'on appelle l'inamovibilité du juge. Oui. Le juge est inamovible. Ok. Mais on a oublié de lire totalement l'article, de croire c'est à son alinéa 3, où l'on dit que le juge peut être bougé quand il est nommé à de nouvelles fonctions. Il peut être déplacé que par une nomination nouvelle, ou à sa demande, ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. D'accord. Donc là, il s'est agi d'une nomination nouvelle, première chose. Et donc, il y a une confusion où l'on confond l'inamovibilité et l'immobilisme. Donc, dans l'interprétation de ceux qui ne veulent pas que les juges soient nommés, comme la loi le dit, sur des fonctions nouvelles, ceux-là, ils ont une interprétation d'un juge inamovible, ils l'entendent comme un juge qu'on ne peut pas bouger, immobile. Non. Et je me pose la question simple et claire. À supposer que nos juges constitutionnels, les deux, l'un d'eux puisse être nommé comme président, comme procureur à la CPI. Est-ce que le débat allait se poser? Est-ce que les juges là allaient refuser? Est-ce que rien empêche qu'on puisse le nommer président au niveau des institutions? On ne parle pas de ces juges, on parle du principe ici. Ben, nous parlons du principe. Pas le débat, mais du principe. Est-ce que le principe autorise leur, bien sûr, vous venez de lire la Constitution. Oui. Je n'invente rien. Nous sommes sur les textes. Les juges sont inamovibles, sauf pour une nomination nouvelle. Donc, la loi pose un principe et en pose l'exception. Et comme vous le savez, d'ailleurs très bien, mieux que moi par ailleurs, que les droits logent dans les détails. Et quand on interprète les droits, on ne va pas aller sur ce qui est affirmé comme ça, on va dans les détails. Et souvent, les gens qui lisent, qui ne sont pas juristes, ou encore moins constitutionnalistes, comme on le dit ici, et ils vont lire sur des principes généraux comme ça. Donc, je veux dire, ce débat me paraît aujourd'hui révolu. Je pense que les ordonnances, de mon point de vue, ont été régulières. Première chose. Et deuxième chose, il n'appartenait pas au couple présidentiel, parlementaire plutôt, d'apprécier de la constitutionnalité de l'ordonnance. Deuxième chose. Et enfin, troisième chose, l'ordonnance étant un acte administratif, et les actes administratifs... C'était au Conseil d'État. C'était au Conseil d'État, mais non seulement par rapport à l'article 28 qu'il soulève, pour dire qu'il pouvait s'y opposer. Non, il ne pouvait pas parce qu'un acte administratif est couvert de l'exécution préalable. Donc, vous pouvez aller en recours, faire ce que vous voulez, mais vous exécutez d'abord. Vous exécutez d'abord. Donc, voyez-vous que ce couple parlementaire, qui me paraît récidiviste, a, première fois, refusé de faire voter des lois, alors que tout le monde, planète entière, luttait contre Covid, le président de la République a proclamé l'état d'urgence, et ils se sont refusés de défendre les citoyens congolais qui étaient exposés au risque de Covid en prenant des mesures d'accompagnement pour l'état d'urgence. Et vous avez vu, les gens interpellés parce qu'ils n'avaient pas porté de masques, placés dans des gardes à vue sans qu'il y ait une loi. Or, on ne peut pas être privé de sa liberté fondamentale sans loi. Et s'il y a eu absence de loi pour protéger les Congolais, c'est toujours les couples parlementaires qui s'est refusé. Aujourd'hui, nous sommes au niveau où la prestation de serment des juges a posé un véritable problème, il faut qu'on l'accepte.
Pour le FCC, ils ne respecteront pas ces juges, ils ne les respecteront pas, ils ne cautionneront pas et ils n'obéiront à rien dans ce que ces juges vont dire. Nous sommes donc devant une sorte de crise, une sorte de conflit entre le Parlement et le pouvoir judiciaire. Souvenez-vous que lorsque il y a eu rentrée judiciaire, le parquet a même demandé qu'on enlève les immunités des ministres et qu'on enlève certaines immunités des députés. Alors, je pose la question, est-ce que la guerre est ouverte carrément entre le Parlement, le législatif et le pouvoir judiciaire? Bon, souvent on parle de crise, mais cette crise ne peut pas être conçue entre les deux institutions, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. C'est impossible. Pourquoi on ne peut pas considérer une crise avec le pouvoir judiciaire? Parce que le pouvoir judiciaire, c'est la justice. Et l'État n'est État que quand il y a le respect de l'autorité de l'État. Ce respect de l'autorité de l'État est garanti par le respect des lois. Et le respect des lois, qui les exécute, qui les protège, qui les sanctionne, c'est le pouvoir judiciaire. Et donc, l'État est souverain et au-dessus de l'État, il n'y a personne autre. Donc, dire qu'on entre en crise avec le pouvoir judiciaire, c'est inadmissible. Pourtant, donc, c'est une rébellion. Pourtant, c'est une rébellion de la part de qui? Mais de ceux-là qui disent, d'abord, il faut considérer que quand on fait un communiqué officiel pour dire qu'on ne respectera pas un juge, c'est l'outrage à la magistrature. Donc, il faudra que le parquet se saisisse de pareils types de communiqués pour punir les auteurs. Mais ils l'ont fait, Maître Oscar, il ne faut pas qu'on se voile la face, ils l'ont fait aux yeux et aussi de tout le monde. Le problème, c'est que lorsque vous brandissez je ne vais pas dire votre état de droit, lorsque vous brandissez l'état de droit, nous le savons tous qu'il est faible. Monsieur Chadar, il l'a dit clairement, il est identifié et identifiable. Résidence connue. Le PPRD l'a dit, devant Tamboué Mwamba, devant Madame Mabunda, ils l'ont dit clairement que pour eux, ce qui a été fait est une farce, ils ne vont respecter aucun juge. Martin Fayulu a demandé au peuple congolais de refuser cette nomination et il a parlé même de la forfaiture. Alors, je me pose la question, finalement, on est où dans ce pays? Bon, parlant de ce que vous citez, je ne veux pas paraphraser le prof Mbata ici qui a l'habitude de les dénommer sur certaines dénominations. Moi, je veux seulement les considérer qu'ils sont hors la loi. Quand on est un hors la loi, le fait qu'on ne soit pas encore interpellé n'entraîne pas que l'état de droit soit faible, parce qu'il n'y a pas encore prescription. Et vous savez qu'il y a le principe d'opportunité. Et donc, le parquet peut apprécier à tout moment quand est-ce qu'il pourra interpeller les hors-la-loi. Donc, moi, je considère que ce sont des prévenus libres. Et à un moment donné, on s'occupera d'eux. Et vous savez aussi que le parquet a le principe d'opportunité. Si vous avez certains plaisantins, pour qu'on puisse être gentil et ne pas être dans les mots forts, quand vous avez un responsable politique qui vient dire à la télévision, pour provoquer qu'on l'interpelle, afin qu'on vienne dire qu'il n'y a pas un état de droit et pour se faire opposant, quand on n'a peut-être pas de base et on a besoin qu'on soit arrêté, comme ça, au moins les médias vont parler de la personne. À ce moment-là, le parquet n'est pas dupe pour pouvoir faire une publicité inutile à des plaisantins comme ceux-là. Donc, c'est un peu regrettable. Êtes-vous en train de dire que Martin Fayulu est un plaisantin? Je pense que c'est un véritable plaisantin. Et vous ajoutez véritable plaisantin? Oui. Parce qu'il vous rappelle le droit, parce qu'il vous rappelle de respecter la loi, parce qu'il vous rappelle que vous pouvez être destitué, en ce moment-là, il est plaisantin. Non, pas parce que pour cela. Parce que tout simplement, il s'écarte totalement de casquette d'un homme d'État. Pourquoi? Ce monsieur, au lendemain des élections présidentielles, c'était un candidat malheureux. Mais toute défaite en démocratie doit être respectée. Parce qu'il représentait une opinion de ceux-là qui avaient voté pour lui. Et il venait largement, je pense, en ordre utile après le président actuel de la République. Bon, maintenant, après lui, il s'est permis à considérer ce que l'a appelé vérité des urnes, ce que moi j'appelle mensonge comme art d'accéder au pouvoir. Alors, et on l'a vu, je l'ai vu personnellement en Europe, danser, chanter.
Et aujourd'hui, un an après, on n'entend plus les chansons, on n'en voit plus de danses. Or, un homme d'État... Mais les discours continuent, son message continue. Mais ça va s'estomper. Je vais vous dire pourquoi ça va s'estomper. Déjà, ce n'est pas un discours responsable, c'est pour ça que je dis qu'il est véritable plaisantin. Quand on présente une opinion, vous prenez M. Jean-Pierre Mbemba pour partir en reculant. Vous prenez M. Jean-Pierre Mbemba, il était candidat aux élections de 2011, que je ne m'abuse. Non, en 2006. 2011, il était en prison. 2011, donc candidat 2006. Donc le premier c'est 2006, c'est Jean-Pierre Mbemba. Exact. Je voulais partir du fait Étienne Tshisekedi à Jean-Pierre Mbemba. Donc c'est le premier qui était candidat malheureux, c'est Jean-Pierre parce que Étienne Tshisekedi avait utilement refusé de se présenter aux élections de 2006. Ok, Jean-Pierre avait en tout cas une base plus forte que celle que n'a même pas M. Fayoulou, parce qu'il n'a pas de base, n'est-ce pas? On pourra pouvoir en parler quand vous parlez de débauchage. Il n'a pas de base. Un homme politique, on le mesure par rapport à sa base. Vous savez qu'il a une opinion forte aujourd'hui. L'opinion et la base en politique, c'est deux choses différentes. On va pouvoir en parler par rapport au débauchage. Très bien. Donc, M. Jean-Pierre Mbemba, un homme d'État, pouvait appeler, il avait même l'armée. Il pouvait appeler pour dire qu'il conteste les élections. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il n'était pas faible. C'est parce qu'il a régalé l'intérêt du pays. Mais vous savez qu'on s'est battu à Kinshasa. Il y a eu du feu pendant 3 jours. Oui. Ouais. Je sais ça. Mais c'est évidemment pour éviter le bain de sang, pour ne pas entraîner le pays dans la crise, qu'il a dit, même si je n'ai pas perdu, j'accepte. Pour l'intérêt du pays, pour la nation, on peut accepter. Étienne Tshisekedi a fait pareil. Et ils sont restés dans une logique et constante. Quand vous ne donnez aucun respect à une juridiction à laquelle vous ne croyez pas, vous ne la saisissez pas. Parce que pour vous, cette juridiction n'existe pas. Mais ils se retrouvaient dans une contradiction la plus totale pour dire d'un côté qu'ils n'acceptaient pas les élections, qu'ils ne reconnaissaient pas la cour qu'il qualifiait de Kabila comme aujourd'hui, qu'il va qualifier de Tshisekedi. Mais il a accepté tout de même de se présenter devant cette cour avec des valises où on nous a menti. C'est pour ça que je parle de mensonge. On a souvent parlé de vérité des urnes, mais il faut parler du mensonge des urnes aussi. Parce qu'on peut tromper qu'on a gagné alors qu'on n'a pas gagné. Et il est venu avec des malles pour dire, voilà, j'ai de PV, c'est moi qui ai gagné. Mais ça, c'est une histoire que tout le monde connaît. Moi, je parle plutôt de cette forfaiture. Il a dit forfaiture. Vous revenez dans toute l'histoire justement pour montrer qu'un Martin Fayoulou est un plaisantin. C'est tout ça. Oui, c'est ça. Oui, mais la forfaiture dont il a parlé. Mais la forfaiture, quand est-ce qu'il y a forfaiture? C'est quand est-ce qu'on se prononce, n'est-ce pas, en dehors des textes. Oui, mais ils disent que Félix s'est prononcé en dehors des textes. Vous expliquez. En fait, ça, c'est votre point de vue, mais je vais vous donner le point de vue. Je suis en train de vous donner, pardon, le point de vue du PPRD, le point de vue du FCC et le point de vue de la Mouka. Pourquoi les deux points de vue se rencontrent aujourd'hui? Mais écoutez, aujourd'hui, s'il y a une coalition conjoncturelle, et là, ça nous permet de... Parce que moi, je ne suis pas d'avis quand on dit qu'il y a coalition. Non. Jusque-là, dans l'histoire politique du Congo, constitutionnellement parlé, il n'y a pas encore eu de coalition. Voilà. Maintenant, il y a politiquement, maintenant, il y a des accords de salon entre partis. Et là, on va poser la question, est-ce que M. Tshisekedi Félix, le président de la République, on dit qu'il ne serait pas sincère et qu'on ne peut pas aller dans des consultations parce qu'il ne respecte pas. Il viole toujours les accords. Il paraîtrait qu'il a violé Genève, il a violé Nairobi, il a violé avec Kabila, et finalement, qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas violer avec les autres? Bon, voilà. Toutes ces choses-là. On n'a peut-être pas le temps d'entrer dans ça parce que ça ne résiste même pas à la réalité. Mais ces accords, est-ce que, en droit, et je suis heureux d'être face aux rares journalistes congolais qui sont juristes, parce qu'il faut être journaliste, mais aussi avoir une spécialité, c'est comme ça les journalistes modernes. Donc, quand on parle de la Constitution, si vous n'êtes que journaliste et que vous n'êtes pas juriste, ben vous n'allez que me tendre les micros parce que vous ne saurez pas me contredire. Là, je parle à quelqu'un qui peut me contredire et qui me contredit par ailleurs. Bon, est-ce que, juridiquement parlant, Christian Bossembe, conseiller du président de la République,
est-ce que Christian Sembe, juriste de son État, peut-il demander au président de la République de ne pas remettre en cause un engagement privé quand l'intérêt de l'État l'exige? Il n'y a rien qui soit au-dessus d'un intérêt d'État. Très bien, mais l'éthique. Ben, maintenant, pour l'éthique. Mais l'éthique, c'est à quel niveau? Vous parlez de président Tshisekedi, président de la République, parce qu'il faut savoir que le président Tshisekedi a différentes casquettes. Il est Tshisekedi, homme, dans sa vie privée, dans ses relations. Encore faudra-t-il que personne n'était là. Vous savez que dans ce pays, on a engagé la guerre contre Mosé Laurent Désiré Kabila pour dire qu'il aurait violé les accords de l'Émirat. Il est mort depuis longtemps. Est-ce qu'on vous a déjà brandi un accord de l'Émirat au nom duquel on s'était battu? Il n'y a jamais eu cet accord, on l'a jamais vu. Mais hier, oui. Chadari a dit qu'il était le seul et l'unique témoin. Il dit la copie. Moi, ce qui m'a tiqué, il dit la copie du contrat de l'accord se trouve chez Kabila. Alors moi, je me pose une question en train de m'amuser un peu dans mon esprit. Je me dis, bon d'accord, c'est dans quel accord où on n'a qu'une seule copie de contrat, l'autre on ne garderait pas un exemplaire, on n'a qu'une seule copie. Alors je sais pas comment il a fait, mais c'est ce qu'il a dit en fait. Il dit qu'il était le seul témoin, il n'y a qu'une seule copie et la copie se trouve à Kingakati chez Kabila. Mais ça, c'est pour ça que je les appelle les plaisantins qui sont en train de distraire. Vous savez, l'État congolais, il est pris en otage par certains plaisantins. Ils ne sont pas nombreux. C'est une petite classe d'hommes qui font beaucoup de bruit, comme celui que vous venez de citer, et ceux-là tiennent absolument à leur intérêt du ventre. De sorte que si le pays change, ben, il risque de perdre ses intérêts. Voilà pourquoi Mordicus, il n'accepte pas la rupture qu'amène le président Félix Tshisekedi pour qu'on aille de l'avant. Alors, vous comprendrez que quand vous me dites, bon, je serais heureux, M. Boussembe, vous pouvez le faire parce que vous êtes journaliste, je ne le dirai jamais assez. S'il y a d'autres de vos collègues qui sont aussi juristes, journalistes, mettez-vous avec eux, organisez un débat, un grand plateau, où les constitutionnalistes de camps différents peuvent venir à ce débat. Et comme ça, comme l'expression le dit, pièce contre pièce, argument contre argument, l'on peut discuter. Maintenant, vous venez de le dire, une copie, déjà s'il était bien conseillé, un grand parti politique, ou alors une grande, encore faudra-t-il, parce que s'il faut parler de débauchage, dont on parle exactement maintenant, faudra-t-il dire que FCC, ce n'est pas juridiquement, ça n'a pas une personnalité juridique. Donc, juridiquement, ça ne veut rien dire, en fait. C'est une association de fait. OK? Donc, mais cette association qui pèse dans la marche de notre politique. 350 députés, il faut le dire. Non, ça, ce n'est pas connu. Il n'existe pas de 350 députés. Ah, la majorité, on va en parler sur la majorité. Oui. La majorité, on ne peut pas l'identifier à ces jours. Alors, quand vous avez, allez, concédons cela. Quand vous avez un cadre d'une plateforme aussi importante, parce que vous savez que l'opposition, ce n'est pas, l'opposition est utile. Et aujourd'hui, s'ils quittent la coalition dont on parle, ils vont entrer dans l'opposition et on a besoin d'eux dans l'opposition. C'est ce qu'ils veulent pas. En principe, il fallait qu'ils entrent dans l'opposition. Ils ont refusé. Ils disent qu'avec la majorité qu'ils ont, ils ne peuvent pas faire l'opposition. Chadari a dit que Félix Tshisekedi va faire le tour du monde. Il reviendra chez eux parce qu'il n'a pas de solution. Il n'aura pas de solution. Bon, cette histoire de... J'ai écouté encore un autre plaisantin qui est secrétaire de FCC, qui est passé sur une chaîne de vos collègues où je vous ai dit que ça demande $3000 là-bas pour passer. Bon, ils ont l'avantage d'avoir $3000 de sorte qu'ils parlent de manière monolithique, sans contradiction. C'est vous qui leur avez donné ce média-là? Bah non, c'est le média, voilà, bon, ok. Là, c'est un autre débat où il y a les médias privés qui sont soutenus par les hommes de pouvoir. Là, il y a un conflit d'intérêts. Vous comprenez? Il y a j'aime bien quand vous lancez votre appel pour que le peuple vous soutienne. Parce que si le peuple soutient une chaîne, cette chaîne est libre et tout le monde y accède. Mais si vous avez une chaîne de caciques et qui est privée et où vous voyez les hommes publics avec l'argent du contribuable s'expriment au lieu d'aller au niveau de la chaîne nationale. C'est comme si vous verrez aujourd'hui Macron, comme il s'est exprimé hier, il va chez Bosembe pour s'adresser à la nation sur une chaîne privée. Ça, il y a conflit d'intérêts, ça c'est inadmissible. On revient sur la question. Bon. Revenant sur la question, oui. Donc j'étais en train de dire que j'ai vu un secrétaire de FCC là s'exprimer pour dire que, il dit quelque chose de monstrueux, pour dire que nous sommes dans un régime parlementaire au gouvernement semi-présidentiel.
même les enfants à l'auditoire. Où il a eu ça? Où il a... Revisiter Comment il a trouvé ça, vos ce collègues. gars? Bon, Comment il a dit que ce soit pareil? bah, c'est ça. Vous voyez, nous avons les étudiants qui peuvent suivre. Comment le journaliste Donc- ne l'a pas arrêté, malheureusement? Bah, il n'est pas juriste. C'est pour ça que j'ai dit que quand vous allez interroger quelqu'un qui aborde la conscience, il faut à la limite que vous soyez juriste. Donc pas même à la limite, parce que moi je suis pas de... Bon, je m'écarte un peu de certains profs qui préfèrent dire que juriste moyen, à la limite juriste. Non, on est juriste ou on l'est pas. Et un juriste, il reste juriste. Donc voilà, il faut respecter les études. Donc maintenant, néanmoins, il y a des spécialisations. Voilà. Parce que quand je dis comme ça, on Ah dit, oui, mais tout juriste n'est pas constitutionnaliste, en fait. bon, ça c'est un débat. Moi, j'estime qu'un juriste qui a bien étudié comme Bossembe, il peut facilement appréhender les problématiques constitutionnelles. À la profondeur. Ben, Nous maintenant, sommes en droit, il y a des spécialistes en société, il y a des spécialistes en fiscalité, il y a des spécialistes en droit écologique, il y a des spécialistes en droit administratif. Vous n'allez pas demander à quelqu'un, un juriste qui a fait les 5 ans, de comprendre le droit administratif comme vous doit, oui. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a fait 5 ans à l'université pour comprendre la Constitution comme le professeur Toumba Luaba ou comme Kalouba. ben, écoutez, il y a les mythes des professeurs ici. Bon, je ne suis pas porte-parole de mes amis et frères juristes congolais. Je considère que quand on a fait 5 ans d'études, ben, on a étudié. Moi, je n'entre pas dans ce débat. Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas ce juriste-là qu'on dit moyen ou comment, parce que l'on peut justifier valablement, je n'ai pas de diplôme, mais toujours est-il que l'on a une spécialité pointue qui nous permet d'aborder la conscience, parce que je suis publiciste, n'est-ce pas? Et à partir de là, je suis publiciste dur et pur. Donc, à partir de là, nous pouvons discuter valablement. Vous savez, j'ai discuté avec Philippe Desrosiers, qui est publiciste pur et dur, qui a la chaire à l'île 2. J'ai discuté avec Francis Delperret, qui est la référence du droit du constitutionnel en Belgique. On prend les cafés, on discute. Et on a des constitutionnels qui viennent du monde entier, Amérique du Sud et consorts. Ben, on entend Jacques Lang, par exemple, c'est un constitutionnaliste. Mais on n'entend pas dire professeur Jacques Lang. Bon, on dit toujours Jacques Lang, donc voilà. C'est un socialiste, il est connu, mais qui sait qu'il est professeur? Donc il faut qu'on quitte aussi ce que Mayel appelait pays des professeurs. On n'a rien à voir avec ça. On peut discuter avec tout le monde, les débats peuvent être engagés. Surtout, la difficulté, c'est que ceux qui s'accordent ce monopole du savoir, ils parlent et n'acceptent pas la contradiction. Voilà. Très bien, on va donc, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire. Il dit qu'on est dans un pays semi-présidentiel, au gouvernement semi-présidentiel et régime parlementaire. Voilà. Et cela conduit à la question utile. Parce que ça, je trouve que c'était des périphériques pour qu'on arrive à trouver le contexte. À la question utile qui est celle de savoir, est-ce que le Premier ministre peut-il être démis de ses fonctions par Avant d'arriver d'abord là-bas, moi j'ai une question pour qu'on arrive là convenablement. Aujourd'hui, il est inévitable. Ce conflit entre le FCC et le PPRD, je veux dire le l'UDPS ou CASH, va finalement se transposer au niveau institutionnel. Vous avez vu le président de l'Assemblée nationale, la présidente, le président du Sénat, le responsable du PPRD et les autres partis, visiblement, n'ont aucun respect pour le président de la République et ils ne se cachent pas. Et d'un autre côté, vous avez le Premier ministre qui a refusé volontairement de prendre part à ces assises. Et lui et la majorité des membres du gouvernement. Alors, la problématique, c'est laquelle, maître? Demain, il y aura conseil des ministres. En fait, il est prévu un conseil des ministres. Si ce conseil aura lieu, comment ça va se passer? Comment le gouvernement va regarder le président? Comment vont-ils discuter sur la question? Et si le président n'appelle pas le conseil des ministres de demain, le premier ministre ne pourra pas. Qu'est-ce qui va exactement se passer? C'est là maintenant que la question se pose. Faut-il dissoudre l'Assemblée nationale? Faut-il requalifier l'Assemblée nationale? Faut-il démettre le Premier ministre quand on sait qu'on est bloqué par la démission du Premier ministre? Comment ça se passe, ce tableau-là? Merci beaucoup. Une question très essentielle et utile. Vous souffrirez juste en parenthèse. Prenez votre temps. Pour pouvoir évacuer ce dont on est en train de parler. Vous avez dit copie par, c'est venu de cette question où ça vous faisait un peu
en rire, regretter le fait que Shadari ait dit ça, parce qu'en tant que juriste, ça ne peut que vous faire rire. Oui. Quelqu'un qui a dit qu'il avait une copie. Vous voyez-vous, c'est un motif, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de conseils. Et là, j'apprécie Prof Mbata quand il leur demande de consulter. Et ça nous donne vraiment, personnellement, j'apprécie beaucoup que je sois resté longtemps ici, pendant les temps de Covid. Ça m'a permis vraiment de m'imprégner des réalités de mon pays. Il faut qu'il y ait des cabinets de publicistes pour que les gens viennent consulter. À partir de là, on aurait dit à Shadari que le fait qu'on ait une copie pour un engagement signé par deux personnes, c'est un motif de nullité. De nullité. De parce pure que, nullité, en tout cas. De pure nullité. Donc voilà, heureusement qu'on s'accorde. Vous en savez plus que moi de toute façon. Donc là-dessus. Donc quand un contrat, on dit toujours vers la fin du contrat, que cet accord a été fait à autant d'exemplaires qu'autant de parties. Exactement. Maintenant, si c'est produit par une autre partie, ça n'engage que cette partie-là, ça ne devient même plus un contrat, ça devient un acte unilatéral. Unilatéral. Donc, on rejette ça. Quand vous avez un secrétaire plaisantin qui vient dire que nous sommes dans un régime parlementaire, à gouvernement semi-présidentiel, ces systèmes politiques-là n'existent pas. Je crois que là, on peut rejoindre le prof Ndioli qui donne cours de régime politique et consort. Mais ça n'a jamais existé depuis la création du monde. Ces gars. Donc, une fois pour toutes, il faut que l'on dise aux Congolais que nous sommes dans un régime dit classiquement semi-présidentiel. Maintenant, la question, c'est qui était que le disait, pourquoi vous dites semi-présidentiel et non pas dire semi-parlementaire? Cette question est résolue en doctrine. Ça signifie que le régime peut basculer en parlementaire ou en semi-parlementaire ou en semi-présidentiel selon l'équation personnelle du chef de l'État. Donc, quand vous avez un président, comme en France, un président fort comme De Gaulle, comme Sarkozy, le Premier ministre est assez effacé. Quand vous avez, comme Pompidou, Hollande, le Premier ministre joue son rôle. À partir de là, est-ce que le président laisse jouer le Premier ministre le rôle ou pas, ou bien il est toujours présent? Là, selon que le président est fort, veut être là, on dit c'est un régime qui a tendance à aller vers le présidentialisme, donc régime semi-présidentiel. Quand c'est le président de la République qui n'est pas, qui laisse faire comme Hollande, comme Pompidou, on a tendance à aller sur un régime parlementaire. Donc l'équation personnelle... Et Macron est dans quel système? Mais Macron nous place dans quel système? Bon, Macron, vous savez, c'est un... Macron, quelqu'un, il a brouillé un peu les paysages français, et de sorte que aujourd'hui, il est réconforté par la majorité au sein du Parlement. Il a été élu avec une victoire écrasante, il est présent. Donc l'on peut dire son Premier ministre, on ne le voit pas presque, voilà. Donc on peut dire que le Macron, il a la soif de diriger, il est jeune, il est fougueux. On peut dire que le régime a tendance à aller vers le semi-présidentiel. Alors, donc, vous comprenez que quand ces plaisantins-là, ils se mettent à dire comme ça autour des FCC, on préfère bien discuter avec les constitutionnalistes. Faudra-t-il qu'ils acceptent les débats pour l'intérêt de la nation? Parce que la science, c'est discutable. On est les pygmées sur les épaules des géants en science. Bon, une fois que l'on a dit ça, c'était, vous comprenez l'essence de ce que je considérais plaisantin. Parce qu'il y a des gens qui vont s'appuyer sur des textes constitutionnels dont ils ne maîtrisent pas le contenu. Ils passent comme ils sont suivis par l'opinion. Ils viennent dire à la longueur du journée. Donc, c'est comme si tout le monde est devenu constitutionnaliste dans le FCC ou dans l'opposition, de sorte que chaque jour, on a l'impression que le président de la République violerait la Constitution. Mais personne ne va aller vers l'instance Cour constitutionnelle en l'espèce ou Conseil d'État pour attaquer la prétendue violation. Maintenant, revenons à la question que vous m'aviez posée ou à une série de questions. Concernant la question de Premier ministre, il faut d'abord dire que il faut s'attendre qu'à deux choses. Il n'y en a pas plus. Deux, seulement deux. Du discours du chef de l'État. Il n'y a que deux conséquences à en tirer. Et qu'on attend le président de la République sur ça. En dehors de ça, je ne vois pas l'autre piste. Du discours du chef de l'État, on attend qu'il revienne vers la nation pour dire Congolaises et Congolais, je décidais de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, on s'en repose un peu. La question, est-ce que le discours précède l'ordonnance de la dissolution de l'Assemblée nationale ou le discours est postérieur à l'acte à l'ordonnance de la dissolution? Il faut dire qu'il n'y a pas chronologiquement comme ça le texte qui dit que l'on... Non. L'acte
précède les discours. Sinon, il ne faut pas faire du président de la République comme le président Mobutu, dont la parole valait les lois. Donc, ça suppose que c'est concomitamment. J'imagine que ça se passe de cette manière-ci. Et en tout cas, si j'étais conseiller du président de la République, et je pense qu'il a des bons conseillers, je n'ai pas besoin de ça, donc je ne demande pas le poste. Je préfère bien retourner à mon cabinet. Donc, l'on conseillerait qu'il prend l'ordonnance et il l'annonce. Au moment où il fait son discours pour annoncer, mesdames, messieurs, Congolais et Congolais, j'ai dissous l'Assemblée, et à ce moment-là, l'ordonnance est déjà existante. Ouais. Bon. Et là, je vois le scénario. Non, il n'y a pas de scénario. Le président de l'Assemblée nationale. Non, tout le monde devient chômeur, parce que vous savez que ces assemblées-là, on tient, sont des chômeurs, c'est tout. Mais je ne manque pas le respect aux assemblées nationales. Mais Chadari a dit, encore une fois, il dit ceci. Vous imaginez envoyer 500 parlementaires politiques au chômage? Non, il ne pourra pas le faire. Mais non, mais c'est ça justement. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des réformes. Voilà. Bon, écoutez, Monsieur Christian Bossembe, aujourd'hui vous êtes journaliste. Si vous allez être député, vous avez été journaliste. Je rentrerai journaliste. Donc je n'aurai pas peur du chômage, je reviendrai à mon travail. Si vous ne pouvez pas revenir à être journaliste, bon, vous pouvez devenir magistrat, avocat, et puis voilà. Maintenant, il faut qu'on évite vraiment cette tendance. Même sur Mobutu, alors, on veut faire tirer sur le coup du chapeau à M. Mobutu parce que il y avait le caractère sacralisant des institutions. Donc, les institutions sont sacrées. Il y avait les mythes du pouvoir. On doit avoir les mythes du pouvoir. Mais si vous avez un plaisantin qui n'a jamais rien fait dans sa vie, qui vend sa maison et qui entre en politique pour être député après avoir vendu la maison, vous allez attendre de lui quoi? Quelqu'un qui a vendu sa maison, si on dissout l'Assemblée, il sera locataire. Donc, vous comprenez que là, nous sommes dans des petits groupes mafieux qui ont pris l'État en otage. Je suis en train de regarder. Où est aujourd'hui les jeunes gens qui ont 30 ans, 40 ans, qui deviennent conseillers, qui deviennent les ministres? Nous avons connu dans ces pays ici des maîtres Kamanda. Ils ont commencé jeunes comme vous. On a déjà vu la photo de Liaou, qui était encore jeune. Il avait 28 ans, quelque chose. Plus jeune. Plus jeune que toi, bon. Plus jeune que moi. Je vois Christian, il revendique. Il revendique comme moi, quand même son âge. Quand même, je grandi. Bon, il a commencé à grandir. Donc, vous avez dépassé le stade d'être jeune conseiller. Maintenant, on vous voit beaucoup plus DG de la RTNC, par exemple. Par exemple, au ministre, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Si vous prenez la RTNC aujourd'hui, pourquoi pas? Ça serait mieux. En 6 mois, vous allez voir le changement. Voilà, on trouve un jeune DG qui a étudié, en qui l'État a investi et qui prend les rênes et les gens voient qu'il y a changement. Exactement. Parce qu'on a déjà vu votre chaîne privée, ça marche. Bon, moi, en Europe, on m'appelle, passe chez Bossembe, passe chez Bossembe. On vous écoute. On fera mieux. Donc, vous comprendrez. Alors, donc, il faut qu'il y ait ces renouvellements. Et là, je pense que le président de la République, dans son mandat, il a déjà beaucoup fait, gratuité de l'enseignement, état des droits, mais il faut renouveler aussi la classe politique. Alors, vous avez dit pour renouveler la classe deux choses. Dissolution. Oui. Alors. Et puis, soit dissolution, soit ce qu'il a appelé une réformation, une nouvelle configuration gouvernementale. Ça, c'est ce qui suppose que le gouvernement doit tomber. Alors, comment ça va? Soit le gouvernement tombe, soit l'Assemblée tombe. Soit l'Assemblée tombe. Voilà, deux choses. En dehors de ça, il n'y a pas. Ok, prenons les deux cas de figure. L'Assemblée nationale tombe. Quelles sont les conséquences? Il faut les premières conséquences, si vous voulez, pour qu'on puisse rassurer que Chadari, qui doit commencer à chercher le boulot s'il n'en a pas. Si l'Assemblée tombe, donc ils disent à ses amis dans leur réunion que, mes chers amis, la politique, ce n'est pas une carrière. Donc, ils reviendront chômeurs, pour ceux qui sont chômeurs. Et il y a beaucoup de chômeurs au Congo. Pourquoi avoir pitié de 500 individus qui sont déjà même amassés l'argent avec leur argent des invisibles et consorts, ils vont être chômeurs. Bon, qu'on n'ait pas peur, ça ce n'est pas l'intérêt général, ça c'est les intérêts privés. Moi je parle d'intérêt général. Donc le mécanisme maintenant, je pense que le plus simple et le plus à conseiller au président de la République, c'est que le gouvernement tombe. Parce que, comment il va tomber le gouvernement? Bon, vous prenez l'article 78 de la Constitution. Je vais le prendre, c'est ma Bible en fait. Voilà. L'article 78. Deuxième alinéa, pour qu'on gagne l'État. Si une telle majorité n'existe pas,
le président de la République confie une mission d'information à une personne. Non, le premier alinéa. Le président de la République nomme le Premier ministre, nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Bon, prenons deux choses sur la deuxième phrase. Le président, d'abord, le président met fin. Oui. Ça, c'est le pouvoir souverain du président de la République. Oui. Maintenant, il y a les conditions de cette mise de fin du mandat du Premier ministre. Il faut une démission. Quand on dit qu'il faut une démission, cette démission-là, comment on entend? On ne se met pas par les constitutions en tête que le Premier ministre va être celui qui va être impoli et non civilisé. Pour commencer à dire, non, moi je ne démissionne pas. Ça n'a pas de sens. Donc, la constitution, c'est que dans un régime comme celui-là, le président de la République, la pratique doctrinale et la pratique politique, on dit, le président pousse le Premier ministre à la démission. Parce que du moment où il y a des accords entre les deux, mais c'est même par rapport à l'éducation. Vous venez travailler chez Bossembe, vous ne vous entendez plus avec lui, vous partez. Bon, maintenant ça, vous êtes privé. Mais chez le président de la République, parce que j'ai vu les gens dire, mais le président de la République, c'est un monarque qui règne, mais qui ne gouverne pas. Non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Donc, le régime dans lequel nous sommes, on a voulu que nous ayons un président qui gouverne réellement. C'est pour cela qu'il est élu au suffrage universel pour qu'il ait la légitimité, et c'est lui qui est maître à bord. Donc, le président pousse le Premier ministre à la démission. À partir du moment que le Premier ministre ne se met plus d'accord avec le président de la République, celui-ci démissionne. Et s'il refuse de démissionner? Non, mais on ne peut pas, on dit, chez Bossembe, c'est comme si vous dites, mais si vous voyez les chiens qui commencent à manger le pondou, il est carnivore, il ne va pas manger le pondou. Mais maintenant, ça peut arriver, nous avons des chiens, par faim, ils commencent à manger le pondou. Ça, c'est un cas qui ne peut pas être prévu, c'est du miracle. Or, le Constitution ne pouvait pas prévoir qu'on ne peut avoir au sommet de l'État quelqu'un qui est non civilisé. Parce que ici, on dit, il met fin à ses fonctions. Pourquoi on dit mettre fin avant la démission? Pourquoi la mise fin intervient avant la présentation de la démission? C'est le président qui décide. Oui, on aurait bien voulu écrire le président, le ministre devrait démissionner et puis le président constate. Mais pourquoi on dit le président met fin d'abord avant, sur proposition de la... On vous suit beaucoup, ça je vous laisse compléter, aller dans ce sens-là pour expliquer davantage, vous qui pourrez avoir beaucoup plus de minutes. Moi, je constate tout simplement que dans la pratique institutionnelle, le président met fin aux fonctions du Premier ministre à tout moment. C'est lui qui apprécie. Et c'est le gouvernement qui tombe. Et puis, ça entraîne que le gouvernement tombe. Et quand nos amis, dont M. Chadari, que vous avez cité, dans leur camp de FCC, il faut qu'ils consultent, on va leur expliquer. Comme ils ont peur du chômage, mais il faut qu'ils puissent dire au Premier ministre issu de leur rang, monsieur, tu risques de nous créer des problèmes. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si M. Ilokamba résiste, le président de la République, parce que s'il tombe, c'est le gouvernement qui tombe. Mais comme il est issu de la majorité parlementaire et qu'il résiste, si le président lui dit, bon, ok, je vais me conformer à la lettre, je dis bien à la lettre, pas à l'esprit, à la lettre. Parce que l'esprit veut que le président met fin aux fonctions. C'est ça l'esprit. Ouais. Maintenant, le reste des formalités, elles sont simples. Parce que quand vous travaillez chez quelqu'un et qu'il ne veut plus de vous, vous devez partir. Donc, je transpose cet exemple en droit public pour dire quand le président, parce que le Premier ministre définit la politique de la nation, n'est-ce pas, avec le président de la République. Si le président de la République n'est plus d'accord avec le Premier ministre, lui a été élu par le peuple. Le Premier ministre n'a jamais été élu, il n'a pas de légitimité. Donc, le président ne peut pas partir au profit du Premier ministre. Il n'y a que le Premier ministre qui peut partir au profit du président de la République. Quand il y a un désaccord, pour ne pas bloquer le pays, au nom de l'intérêt supérieur du pays, l'élégance oblige au Premier ministre de partir. C'est ça, l'élégance politique. Alors, dans l'hypothèse où le Premier ministre est issu d'une majorité parlementaire, il tire toute son arrogance, toute sa force, toute sa fierté de la majorité parlementaire. Qu'en est-il? Ben, c'est justement deuxième hypothèse, c'est pour ça que le président a beaucoup de marge de manœuvre. En deuxième hypothèse, le président maintenant va dissoudre l'Assemblée nationale. Et comme le président va dissoudre l'Assemblée nationale, et vous savez, quand on a parlé de dissolution, ça n'a pas été mis en place pour être appliqué. Ça a été mis en place comme une arme dissuasive. De sorte que ça met l'Assemblée
au respect. Parce que si vous ne comprenez pas, je vais vous dissoudre. En conséquence, vous devez obliger de vous mettre au respect. Donc, comme ils ont peur du chômage, ils vont avoir peur qu'on puisse les renvoyer au chômage, pour reprendre votre expression. Donc, à ce moment-là, si le Premier ministre résiste, le président va brandir la menace de dissolution. Et quand il brandit la menace de dissolution, les députés, s'ils tiennent à leur poste, ils vont dire, cher ami, tu vas nous créer des problèmes, quitte cette histoire-là, nous donnons un autre Premier ministre. Vous voyez, dans ce mécanisme-là, dans ce bras de fer-là, constitutionnellement, il n'y a que le président qui en sort vainqueur, dans la mesure où il a deux armes dissuasives. Oui. Alors prenons atomique. Prenons l'Assemblée nationale. Oui. Alors comment ça va se passer techniquement? Le président dissout l'Assemblée nationale. Donc on va dire, il renvoie les parlementaires devant le peuple. Oui. Ces gens reviendront encore devant nous. Ça ouvre la porte à nous tous. Vous, moi, on peut postuler. Oui, mais qui organise les élections? Très bien. Vous savez, je crois que l'arrivée du président de la République au pouvoir me paraît vraiment une chance que le Congolais doivent saisir. Après, on pourra dire, moi, je ne suis pas ici. Je vais plier un jour mes bagages, je vous assure. Mais je suis Congolais. Donc, je dis qu'une chance, parce qu'on risque de dire, mais il est UDPS, il est ceci, comme on me dit, je suis de Bahati, demain on me dit, je suis de Tshisekedi. Hier, on a dit, quand j'ai fait partie civile, je suis de Caméré. Je parle en citoyen libre pour mon pays. Une chance inouïe, pourquoi? Imaginez-vous que le président puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Ça va entraîner quoi? Que tout le monde est renvoyé devant les souverains primaires. C'est qu'on va rabattre les cartes. Et là, nous devons compter sur notre peuple qui doit voter utile. Il ne doit pas voter parce qu'on lui a donné ce qu'on appelle polo. Mais le peuple a toujours voté parfois utile, mais c'est le processus électoral qui lui-même ne garantit pas. Bon, c'est la CENI qui pose un problème. Alors, donc, Chadari a dit, dans son discours, Chadari a dit que celui qui contrôle la Cour, mais je trouvais ça irresponsable, dit celui qui contrôle la Cour constitutionnelle, celui qui contrôle la CENI, celui qui gagne les élections. Donc ce n'est plus le peuple, finalement. Vous avez compris que, dans ce pays, les élections sont prises en otage. Oui. Parce que l'on va vous dire que, pourquoi on se bat pour la Cour constitutionnelle? Parce qu'on se bat pour les postes. Dans la mesure où on dit que la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, c'est la machine à fabriquer les députés. Les deux juges, je les ai mis en prise à partie avant ça. Hier, je regardais ma requête, je constate malheureusement que c'est eux. Parce que ces gens se sont permis, n'est-ce pas, alors que Nanga, le président de la CENI, encore faudra-t-il, lui, n'est pas sain. Parce qu'on peut en parler pour la CENI. Parce que sa gestion, vous savez, n'a pas été bonne. Ça n'engage que moi. Qui est la gestion de qui? De la CENI. Ben, comment la gestion de la CENI, on peut y avoir un doute sur sa manière de faire mal les choses. On sait tous que ça a fait mal les choses, donc vous n'avez pas besoin d'avoir des garanties. Oui, parce que je me retrouve avocat d'une société qui a été sous-traitée par la société Gemalto, qui a gagné le marché public des kits électoraux. La CENI, par M. Nanga, a écarté cette société pour empocher 3 500 000 $ qui étaient prévus pour budgétiser par l'État. Donc, quand on dit les gens vont être poursuivis, ils sont nombreux. Ça, c'est notre débat. On pourra revenir sur la CENI. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant qu'il faut aller aux élections. Maintenant, pourquoi ils se battent pour la Cour constitutionnelle? Et je parlais de ces juges-là comme par hasard. Je regarde ma requête. Ces juges-là se sont permis... le 2, Ouboulou, et voilà. D'accord. J'ai initié une requête à prise à partie contre eux. Pourquoi? Parce que ils ont eu à prendre un arrêt validant, destituant, on va dire, écartant les candidats qui ont été proclamés par la CENI. Ils l'ont écarté sur base d'un tableau fabriqué par le candidat comme provenant de la CENI, où il s'accorde lui-même la majorité de voix. Et la Cour envoie ce tableau à la CENI, et là je félicite Nanga. Nanga répond par courrier que ce tableau ne provient pas de la CENI. Dites-moi par quelle magie, ce juge-là, il proclame le fausseur député. Qui sont ces fausseurs? Ben, c'est le petit frère de Olenganko et de Okundi. Vous parlez des mairies Okundi? Oui. Qui est député national? Oui, mais il y a député, comment il s'appelle, Mwemba, qui a fait une conférence de presse. Vous en étiez excusé pour ne pas être là. Bon, ça vous a été accordé, il n'y a pas de difficulté. Et ce monsieur-là, lui, a été proclamé élu pour Sankourou. Et finalement,
première proclamation qu'on dit proclamation provisoire. Encore, il y a un problème. Bon, on dit proclamation provisoire par les textes, mais s'il n'y a pas eu recours, c'est la CENI qui proclame les élections, pas la Cour. Donc, mais malheureusement, il y a eu recours. Au niveau des recours, le monsieur s'est appuyé pour dire c'est moi qui avais gagné, voilà mes voix, selon les tableaux de la CENI. Sauf que le tableau est faux. C'est la CENI qui dit que ce tableau est faux. Donc, vous voulez dire que M. Emery Okoundji est au Parlement sur base du faux? Mais bien sûr, je peux vous organiser une émission, je vous produis les pièces, pièce contre pièce. Vous l'invitez, moi je ne dis pas des choses en l'air. Donc, on met ça pour dire tout simplement. Parce qu'il nous reste 1 minute. Bon, pour dire tout simplement que c'est parce que on a cru à tort que la Cour constitutionnelle était une machine à fabriquer les députés, les postes. On a cru également à tort que la CENI l'était également. Donc, si aujourd'hui, on venait à dissoudre, encore pour la dissolution, oui, l'on dit souvent que mais il n'y a pas une crise persistante. Alors tout le monde dit, en cas de crise persistante, non. Qui apprécie de la crise? C'est le président lui-même qui apprécie. C'est comme vous, si vous voulez licencier quelqu'un, c'est vous qui appréciez de sa faute. Bon. Donc c'est le président qui apprécie. Mais on ne dissout pas seulement en cas de crise. Le président de la République peut dissoudre par rapport à ce qu'on appelle une dissolution opportuniste. Dans la mesure où il trouve qu'à l'Assemblée, il n'a pas la majorité, il faut qu'il se constitue une majorité parce qu'il ne peut pas gouverner sans l'Assemblée. Et donc le débouchage. Et puis, ça c'est aussi une autre possibilité politique. Mais je parle de dissolution. Il décide de faire ce qu'on appelle une dissolution opportuniste. Et le président de la République dissout, soit parce qu'il y a une crise, et pas quand on parle de la crise. Le décret nommant les généraux, n'est-ce pas, sont pris sur avis du Premier ministre. Le Premier ministre a donné son avis par le VPM à qui il avait délégué le pouvoir. Parce qu'on peut déléguer le pouvoir. Mais pour la dissolution, il faudra le contre-seing du Premier ministre. Mais c'est ça la vraie question. Quand la Constitution dit que le président de la République, l'article 148, dissout l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, la dissolution, c'est 2 armes pour le président de la République dans un régime parlementaire. C'est ça le mécanisme du régime parlementaire. Parce que notre régime épouse le mécanisme présidentiel et parlementaire, c'est pour ça qu'on l'appelle SEMI. D'un côté, dans le mécanisme du régime parlementaire, vous avez l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, qui peut faire tomber les gouvernements. Et vous avez l'exécutif, là le gouvernement entendu comme l'exécutif. Et vous avez l'exécutif qui a aussi son arme pour renverser l'Assemblée. Oui, mais le contre-seing. Maintenant, sur le contre-seing voudrait dire quoi? Bon, encore une fois, nous n'avons pas assez de temps. Parce que le contre-seing voudrait dire tout simplement qu'on contresigne l'ordonnance du président de la République parce que c'est le ministre qui engage sa responsabilité politique, parce que le président ne peut pas engager sa responsabilité politique dans l'Assemblée. Mais maintenant, la vraie question chez nous, c'est de se dire, quand on vous a dit que vous devez contresigner, est-ce que vous pouvez refuser? C'est ça la vraie question. On ne conçoit pas qu'il y ait de refus. Vous voyez-vous. Mais nous sommes maintenant dans une situation d'un pays où on conçoit, alors que la Constitution est faite pour un homme normal, mais nous nous retrouvons avec les hommes anormaux. C'est comme on dit, tu es en train de rouler, tu dis, bah, si par exemple je me jetais à travers la fenêtre en roulant, donc si je me jetais alors que tu es à 100 km à l'heure, est-ce qu'on conçoit qu'un homme va aller se jeter pendant que la voiture roule? Mais un fou peut le faire. Mais est-ce qu'en prenant les textes, on peut concevoir cela? Donc, vous voyez, les textes faits... C'est pour les hommes normaux. C'est comme le prof Bakane déjà dit, c'est pas pour un parc animalier où les bonobos peuvent sauter à tout moment, les singes peuvent aller dans tous les sens. C'est pour les hommes normaux qu'on fait ça. Donc, vous croyez... Donc, vous n'envisagez aucun instant qu'un Premier ministre, un homme d'État, puisse dire, alors qu'on l'attend pour rehausser de sa présence, pour dire, je n'y vais pas parce que mon parti politique a dit. On ne peut pas se mettre dans ces cas de figure. On ne s'imagine pas qu'on a quelqu'un d'anormal comme Premier ministre dans un pays. Vous ne pouvez pas vous imaginer, alors qu'on dit le mandat du député est national, et avant que le député aille là-bas, il dit « Yémé Yalubini ». On ne s'imagine pas qu'il puisse agir sur ordre. Et d'ailleurs, c'est interdit par l'article 101 de la Constitution. Le mandat impératif. Donc, vous imaginez que quand on est député, ministre, et la Constitution... Quelle est la finalité d'une Constitution? C'est régir le jeu, n'est-ce pas, politique des institutions, entre autres finalités. Donc, la Constitution, quand il détermine les pouvoirs et les règles du jeu, on ne s'imagine pas qu'au pouvoir, il y a des plaisantins qui arrivent
Parce que le pouvoir n'est pas ouvert aux plaisantins. Pour quelqu'un qui va dire, moi, je suis chez Congo Buzz, on sait que le responsable c'est Christian, et Christian dit, monsieur, demain c'est tel qui va, et l'autre dit, il n'y a pas les Christian. Là, il y a contestation de l'autorité. Et pour contester l'autorité, ça, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'éducation. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce qu'Abdoulaye Wade avait dit, que les politiques congolais manquent d'élégance. Et vous allez constater que tout le débat artificiel que l'on a aujourd'hui, c'est essentiellement lié, non pas au texte constitutionnel, mais au problème d'éducation. Et donc, vous avez le Premier ministre qui va manquer d'élégance au président de la République, qui va faire un abus de pouvoir pour dire « je ne pars pas à la manifestation », il revient, il passe par un communiqué de presse, par porte-parole pour s'adresser au chef de l'État. Ça, c'est manque d'élégance. Vous avez les députés qui répondent plus à leur famille politique que aux intérêts de la nation. En contradiction même de la Constitution, qui ne leur donne pas un mandat impératif. Vous avez la pratique qu'on appelle mot d'ordre. Voyez-vous que ceux qui invoquent la Constitution la violent au courant chaque fois et qui n'exercent pas leur pouvoir pour lesquels ils ont été élus, mais ils répondent aux ordres de ce que l'on appelle autorité morale. Donc, demain, après consultation, il faut que le président de la République, soit il aura à faire le gouvernement, et pour entrer au gouvernement, il ne faudra pas que l'on soit tué de quel parti politique. Non, parce que le gouvernement peut y aller, les techniciens comme vous autres. Mais nous avons un pays où on a déjà donné les quotas. 60% c'est nous, mais ça c'est partage du gâteau. Voyez-vous? Donc, la refondation du gouvernement, nouvel ordre, c'est ça la vraie marque maintenant de pouvoir. C'est le mandat de Félix commence maintenant. Maintenant, il a compris, fini la récréation, il a pris la marque. Maintenant, il va former un gouvernement. Ce gouvernement, on ne doit pas encore assister à des choses de quotas. Je crois qu'on va revenir sur la question du gouvernement. On attend on attend sa déclaration. Je vous inviterai pour qu'on parle de la configuration maintenant de la nouvelle configuration. Ça, c'est quand s'il fait partir, il démet. Il a le pouvoir de démettre le Premier ministre. J'insiste, je précise, ceux qui sont contre et de nous à faire un débat. Pour la dissolution, s'il dissout, ça conduit toujours au renouvellement des classes politiques parce que on verra des députés comme de Christian Bossembe. Voilà un peu ce que je pouvais vous en dire. Merci beaucoup, Maître Oscar. Je crois que les gens vont se dire, mais on aurait dû continuer. Si, parce qu'il faudrait revenir encore une fois. Là, on a parlé de la classe politique, mais maintenant, il faut revenir pour parler de technique. Il y a des questions, des questions sur lesquelles on doit débattre avec Maître Oscar, c'est sur le système politique que nous avons. Faut-il changer le système convenablement pour redevenir un système disons, présidentiel concentré? Faut-il parler de quel système maintenant? Il faudrait aussi réfléchir sur la question. Donc, merci. Nous prenons rendez-vous avec Maître Oscar très prochainement, certainement. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je crois qu'on reviendra sur la question. On attend que le président parle. Je crois que demain, vendredi, on aura déjà un véritable tableau. Mesdames et messieurs, je vous rassure que si demain, il n'y a pas Conseil des ministres, nous allons donc tirer les conséquences. Et s'il y a Conseil des ministres, on réfléchira sur ce qui va se passer demain. Donc, ne négligeons pas la journée de demain. C'est la journée où il doit y avoir Conseil des ministres. S'il n'y en a pas, il y en aura donc 2 conseils qui auront été annulés. Et on verra ce qui va se passer. Merci d'avoir été nombreux. Merci, Maître. Merci, monsieur le journaliste. Qu'elle apporte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. DigiLink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. DigiLink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. DigiLink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron.
Bienvenue sur jjling.com. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyamana Piko, Namosala, Totongamboka, Kuleka Kitoko, Nakinyamana Kongo, Toyemani, Loyembolonene Yalisa.